Quelle est l'évolution du style vestimentaire de l'extrême droite et comment l'extrême droite utilise-t-elle la mode pour faire peau neuve et s'imposer au pouvoir? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet au vu des événements récents, au vu des résultats aux européennes puis au premier tour des législatives. C'est une question qui me taraude beaucoup, que je me pose beaucoup. Comment est-ce que le Rassemblement national s'est servi d'un relooking aussi pour renverser sémantiquement ce qui d'ordinaire est caractérisé comme étant extrême? Je préfère faire un disclaimer dès le début parce que je pense que c'est un sujet qui peut m'attirer les foudres des uns et des autres. Évidemment, ce n'est pas parce que des groupes ou des partis d'extrême droite ont changé de look et adopté un style plus sage, plus neutre, que les gens se sont décidés à voter pour eux. Évidemment que non, hein, la mode ne fait pas tout, mais la mode est un instrument politique qu'il nous faut examiner pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le look, c'est toujours quelque chose qui devrait être discuté quand on parle politique parce que ça fait genre 50% du job, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, on en parle. On va notamment d'abord revenir dans un premier temps sur le look quelque peu typique dans l'imaginaire commun du facho, c'est-à-dire le look du skinhead, histoire de comprendre d'où on vient et d'où ça remonte tout ça. Dans l'imaginaire commun, quand on pense à quelqu'un d'extrême droite, quand on dit facho, quand on dit néo-nazi, on a évidemment l'image d'un skinhead qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire un crâne rasé, des Doc Martens aux pieds, un polo Fred Perry, des tatouages, etc. Le look du skinhead, de base, c'est pas forcément un look de mec d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que cette culture skinhead? En fait, la culture skinhead, elle nous vient de la Grande-Bretagne. Elle est née en Grande-Bretagne au début des années 60, contre le mouvement hippie dans le contexte d'une forte immigration caribéenne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui se sont installés dans les quartiers les plus pauvres des villes en Grande-Bretagne. Et donc c'est une culture qui est vraiment née d'une fusion entre la mode et la culture et la musique de la classe ouvrière prolétaire blanche et de cette immigration caribéenne et notamment de la Jamaïque. Le mouvement skinhead, c'est la continuité du mouvement des mods, les modernistes. C'est un mouvement qui regroupe des londoniens de la classe moyenne, issus de familles généralement grecques ou juives, qui se sont établis dans le négoce de vêtements. Et ça, c'est pas un détail parce que toute la culture des mods, elle s'articule autour de leur look. Ils ont des tenues un peu preppy, c'est-à-dire autant des vêtements de workwear que des éléments qui viennent twister justement ces vêtements de travail. Par exemple, ils portent des pantalons assez courts avec des chaussettes blanches, très propres, très tirées, etc. Et les skins vont complètement reprendre tous ces codes, sauf que dans les années 70, dans les années 80 notamment, il y a des néo-nazis qui vont justement s'infiltrer dans cette culture skinhead et en reprendre en fait les éléments principaux pour en faire leur attirail. Du coup, le mouvement est très vite gangréné de suprémacistes blancs. Les skinheads, ils portent évidemment le crâne rasé, c'est peut-être l'élément le plus reconnaissable de leur look. Déjà, c'est un symbole de leur refus et même de leur dédain des hippies qui, eux, portent les cheveux longs. Mais c'est aussi, en fait, parce que la plupart des skinheads sont donc ouvriers et qu'ils doivent porter les cheveux très courts dans leurs usines pour répondre aux normes de sécurité, en fait, qui sont établies. Donc c'est un peu pour eux une manière de se ressaisir de ce qui leur est imposé dans leur vie et de dire si déjà on doit porter les cheveux courts, on va les porter à ras. C'est un espèce de fuck you. Dans le mythe aussi, le crâne rasé, ça serait pour que les skinheads ne puissent pas se faire attraper par la police britannique par les cheveux, mais bon, ça n'a jamais été prouvé. Pareil avec les chaussures. En fait, les chaussures de sécurité deviennent interdites en 1969 parce qu'elles sont trop dangereuses, elles sont classées comme des armes et du coup les skinheads, ils n'ont plus le droit de les porter à l'extérieur du travail. Du coup, leur choix se porte sur les Doc Martens et ça devient tout à coup l'emblème de leur culture. Le blouson Harrington complète cette panoplie, c'est un blouson en toile de coton qui est doublé en tartan, les polos Fred Perry, les chemises à carreaux Ben Sherman, tout ça fait partie d'un look immédiatement reconnaissable. Les filles, elles ont les cheveux très courts aussi rasés avec quelques mèches longues un peu genre queue de rat sur la nuque et sur les côtés comme ça. En fait, ce style, il est assez intéressant et pourquoi est-ce que je pense les suprémacistes blancs en sont venus à se l'accaparer, c'est parce que il met en scène une certaine éthique prolétarienne, une certaine fierté, un goût de l'effort, de se montrer soin, propre, stylé et en même temps c'est très patriotique comme vêtements. Ce sont des vêtements autant identitaires que communautaires.
Alors tout ça, ça se passe évidemment en Angleterre, mais la France est impactée, bien sûr. Et ça, c'est dans le film Skinhead qui est dispo sur Brut X, réalisé par Nicolas Dumont, qu'on le voit notamment. Lui, il s'intéresse dans son film notamment à l'organisation de groupuscules néo-nazis dans la France de Mitterrand, c'est-à-dire une France frappée par la crise économique et la montée du Front National à l'époque. Or, tous ces groupes sont amenés à disparaître dans les années 90. Il y a un article sur France TV Info dans lequel un spécialiste de la question qui est sociologue, qui s'appelle Gildas Leskop, qui dit, je cite, « La plupart des skinheads d'extrême droite ont abandonné leur dégaine de skinhead, estimant que ce n'est plus une bonne façon de faire passer leur message. L'image de skin aujourd'hui n'est pas une bonne publicité. » Et c'est vrai parce qu'avec la montée du Front National dans les années 90, il y a plein de néo-nazis et de skinheads en fait qui se voient tout à coup être inclus dans la vie politique française alors que jusqu'alors ils étaient en marge, ils étaient marginalisés. Évidemment, vu qu'ils vont faire partie de la vie politique française, ils vont en adopter les coutumes et notamment les chemises. J'ai lu cet article dans Libé qui est assez cool, de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Cet article s'intitule « L'habit ne fait plus le facho ». Et en gros, dedans, ils ont interviewé plusieurs militants antifascistes qui vont un peu analyser justement le style de ces nouveaux fachos, en fait, qui ont un style désormais casual. Désormais, la plupart des militants d'extrême droite ont adopté le look casual, terme qui se traduit par décontracté ou relax. Bref, le facho, aujourd'hui, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Et selon cette enquête dans Libération, pourquoi est-ce que aussi les militants d'extrême droite ont adopté le style casual? C'est parce que il n'y a pas d'identité propre en fait à l'extrême droite en France. Je cite: contrairement à ses homologues allemands, italiens ou britanniques, l'extrême droite française n'a jamais réussi à faire émerger un courant qui lui soit propre. Ça, c'est un antifasciste qui s'appelle Julien qui analyse. L'adoption du style caju est aussi symptomatique que ça. Or, Jordan Bardella est l'incarnation de ce changement vestimentaire, de ce changement stylistique. C'est le directeur du RN Jeunesse lui-même qui le dit, Pierre-Romain Thuonnet, qui dit que le côté attirant et séduisant du genre bon gendre de Bardella inspire la gagne, comme Macron en 2017. Avec ce physique de gendre idéal, sa silhouette athlétique, en fait, il met des étoiles dans les yeux, notamment des jeunes. On le voit d'ailleurs beaucoup dans le documentaire Arte sur pourquoi la jeunesse n'emmerde plus le Front National. Au final, il a un peu la notoriété d'un mannequin, d'un mec de télé-réalité ou d'une star, alors que c'est juste un politicien, il est pas dans ça à la base, quoi. Moi, c'est pas forcément sa beauté qui m'intéresse, c'est plus le charisme qu'il dégage, justement. Il a un vrai charisme. Et il dégage vraiment quelque chose, il est gentil, il est drôle, il a de l'humour, parce que généralement, les politiciens, ils sont assez aigris, on va dire. Donc, ouais, c'est sûr. Et là où il est assez smart, c'est que à la fois il est bien peigné, bien costumé, et à la fois il se montre aussi parfois en jean, sans cravate aussi. Il porte des costumes peu onéreux de la marque Sweet Supply, et ça c'est un article dans Le Monde qui a identifié ce truc. Je vous cite l'extrait. Les seuls costumes qu'il endosse sont ceux de la marque néerlandaise Sweet Supply, prisée de la jeunesse de droite pour ses tarifs abordables. Les vestes donnent ce qu'il faut d'assurance sans basculer dans le luxe filloniste. Ses aînés s'amusent de le voir sans cesse vérifier son look et les plis de ses pantalons, soulignent sa ressemblance avec le jeune Jacques Chirac et attribuent à son physique avantageux une part de sa popularité. Donc Jordan Bardella, il a bien compris que son look, il allait lui remporter des voix, ou du moins il allait adoucir l'image du Rassemblement National, cette espèce de politique qu'ils ont entamée déjà avec le changement du nom du parti. Et ça lui a confère un côté très abordable, contrairement au Le Pen. On peut prendre une photo avec Bardella, le taguer en story, sur TikTok où il cumule d'ailleurs 1 700 000 abonnés. Bardella, il encourage les jeunes au moment de Parcoursup, il s'adresse à eux sans filtre presque, du moins c'est ce qu'il veut faire croire. Et tout son look soigné aux 4 épingles
est garant de ce message-là, de ce symbole-là qu'il incarne. Et c'est aussi comme ça que, paradoxalement, il souhaite incarner le camp de la raison face aux irraisonnés, aux excès des wokistes, des gauchias, etc., qui arborent un style différent, un style beaucoup plus marqué. On est dans un renversement paradigmatique, dans un renversement sémantique, encore une fois, où tout à coup l'extrême droite se taxe d'une forme de raisonnabilité, d'une forme d'accessibilité par le look. Or, ce reversement-là, où le RN serait synonyme de stabilité et de raisonnabilité, et où l'excès et la folie seraient du côté de la gauche, ça vient aussi des figures féminines du parti et de comment est-ce que notamment les figures féminines d'extrême droite se mettent en valeur par leur style. Évidemment, il ne faut pas s'en douter, il ne faut pas être Einstein pour le remarquer, les femmes d'extrême droite, elles arborent un look blonde, souriante, très très jeune, beaucoup plus jeune que ce qu'on pense, coquette mais naturelle quand même. Et ces femmes, pour la plupart, ce sont ce qu'on appelle des féminationalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles instrumentalisent le fait qu'elles soient des femmes pour dilapider leur xénophobie, leur racisme, leur haine de l'autre, en fait, tout simplement. Et tout ça passe par leur look, évidemment. Ces femmes, ces féminationalistes, on les retrouve notamment dans le collectif Nemesis qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. La présidente, c'est Alice Cordière qui est genre la figure de proue de ce nouveau mouvement féministe. Ça n'a rien de féministe. Ces femmes-là, elles dénoncent des agressions sexuelles et sexistes qui sont, selon elles, systématiquement commises par l'homme, c'est leur terme, extra-européen, en précisant bien qu'elles ne parlent pas des hommes asiatiques, donc on parle évidemment des hommes d'origine maghrébine ou africaine. En réalité, il y a énormément de groupuscules féministes racistes qui existent depuis longtemps et qui comptabilisent dans la vraie vie qu'une centaine d'adhérentes, c'est vraiment minime. Je pense à Antigone qui est genre un collectif manif pour tous, les cariatides ou les brigands des ultra-cathos qui dénoncent la racaille. Le coup en commun tous ces groupes, c'est de montrer la féminisation des partis ou des sous-groupes de l'extrême droite. C'est le cas aussi de Génération Identitaire qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un ancien mouvement d'extrême droite et qui a choisi de très très jeunes femmes pour justement aller appâter un peu une autre audience, pour représenter le mouvement. Je pense évidemment à Anaïs Ligné, mais aussi à notre Thaïs Descuffon, qui elle d'ailleurs se dit antiféministe, mais qui ont toutes le même look. Pourquoi est-ce que les groupes d'extrême droite, les partis d'extrême droite vont se tourner vers ce genre de profil de femmes? C'est parce que ces groupes d'extrême droite se sont construits quasi exclusivement sur le mythe de l'homme fort, viril. Ce sont des groupes généralement majoritairement masculins, et donc ces femmes-là, elles vont se montrer douces, proches de la nature, de la tradition, de la vie qu'elles donnent, etc. Tout en montrant quand même que l'extrême droite aussi se met à la page et que l'extrême droite aussi c'est une affaire de femmes, quoi. Évidemment, le racisme concerne tout le monde, c'est vrai. Et donc ces figures féminines qui sont charismatiques, qui sont jeunes, blondes, posées, elles visent simplement à adoucir l'image de ces partis qui restent tout autant violents qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a un très bon article dans le L, pareil que je mets en barre d'infos, dans lequel la journaliste écrit « Avec une stratégie assumée, adoucir l'image de ces formations politiques, encore associées dans l'inconscient collectif à une certaine forme de violence masculine, type skinhead ». Vous voyez donc la nécessité pour les partis et les groupes d'extrême droite de se dissocier du look skinhead, de se rapprocher d'une image soit gendre idéal, soit femme douce, dévouée, jolie, coquette. Il y a aussi une autre stratégie qui se cache là-dedans, c'est aussi de se construire contre les modèles féminins de la gauche, contre l'image de la féministe méchante, poilue, moche. Sauf qu'en fait, même si, je le disais, ces groupuscules d'extrême droite dans la vraie vie n'ont pas tant d'adhérentes que ça, le problème c'est qu'elles ont une vraie notoriété sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Par exemple, le collectif Nemesis, ils ont plus de 70 000 abonnés sur Twitter, ce qui est énorme. C'est une force de frappe politique immense, et c'est par ce biais-là notamment qu'on en arrive à des situations aussi comme celle d'aujourd'hui, avec Bardella qui a 1 700 000 d'abonnés sur TikTok, là où tous les autres partis sont encore un peu nuls à ce jeu-là et n'arrivent pas à
s'adapter aux réseaux sociaux en fait. Il y a même des influenceuses aujourd'hui d'extrême droite qui vont prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux. Par exemple Naomi Stibbt, qui est une militante d'extrême droite allemande, née en 2000, qui a un visage un peu genre angélique, mais en vrai elle fait trop peur, qui est anti-Greta Thunberg, etc. Elles sont horribles et ces meufs elles se font sauter leur compte de tous les 6 mois, ce qui fait aussi qu'elles disparaissent des plateformes sur lesquelles tous les journalistes sont, tous les lanceurs d'alerte sont, pour se baquer sur des réseaux sociaux moins surveillés, sur des groupes genre des Discord, etc. Bref, des endroits où on ne peut pas les surveiller, on ne peut pas vraiment savoir quel est leur programme politique, quelles sont leurs ambitions. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est comme ça que l'extrême droite parvient à renverser le stigmate. Eux, ils portent des cravates, ils ont des jolies blondes jeunes et souriantes à leur côté, donc en quoi ils seraient une menace? En quoi eux seraient extrémistes? Évidemment que non, les extrémistes, les fous furieux, les fous du bus, ce sont les filles qui arrivent complètement défroquées à l'Assemblée nationale, sans porter de cravate, ce sont les méchantes féministes poilues, etc., etc. En conclusion, c'est un raisonnement extrêmement simpliste, c'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo et à la publier. Je ne débunk pas un truc de taré dans cette vidéo, mais je pense que ces représentations qui sont nouvelles de l'extrême droite, une extrême droite plus douce, une extrême droite qui s'adapte à la vie politique de son pays, elles viennent aussi infuser quelque chose dans les imaginaires collectifs. En attendant, ce n'est pas parce que leur look a changé, que leur programme politique, que leur racisme a changé. Évidemment que non, ce sont toujours les mêmes ordures. Et évidemment que non, ce n'est pas parce qu'ils ont cette image un peu plus soft que les gens, qu'il y a 12 millions de Français qui se sont fait leurrer et qui sont allés voter pour eux. Non, évidemment, les gens qui sont convaincus que le RN devrait être au pouvoir sont tout aussi racistes et xénophobes que les élus du RN. Je ne vise pas à dire ça non plus. Je veux simplement dire que c'est hyper important en ce moment d'être vigilant à ça, d'être attentif collectivement à tous ces petits signaux qui sont calculés, qui sont travaillés pour donner une image, reconstruire une image du Rassemblement national qui n'y est toujours ni plus ni moins le Front National, qui est toujours le parti des Le Pen. Ce n'est pas parce que leurs tronches ont changé que le reste a changé, il faut faire gaffe. Allez voter, c'est hyper important. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!